Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le juge qui se moquait, jusqu'à ce qu'il découvre qui est réellement le jeune homme devant lui. C'était un matin gris et lugubre au cœur de l'hiver. Une pluie froide martelait sans relâche les trottoirs de la ville, transformant les rues de Franklin en un balai de parapluies pressés et de bottes éclaboussées. À l'intérieur de la cour de district du comté de Franklin, le bâtiment ancien résonnait des murmures étouffés, des talons secs et du cliquetis des classeurs. Dans la salle 4B, une pièce solennelle à la lumière jaunâtre, les bancs étaient déjà pleins. L'air y était chargé d'une tension silencieuse, presque électrique. Des avocats en costume sombre, des accusés au regard inquiet, des journalistes à l'affût de sensationnalisme, et quelques citoyens ordinaires venus, tuer le temps, observaient les allées et venues des huissiers. Chacun savait que le juge Lancaster présidait aujourd'hui. Henry Lancaster, figure austère du système judiciaire, était un homme redouté. Cela faisait 35 ans qu'il siégeait dans cette même salle, et ses méthodes n'avaient pas changé d'un pouce. Il se méfiait des innovations, dédaignait la jeunesse et tolérait à peine la diversité dans la salle d'audience. Ses remarques acerbes sur les jeunes avocats et les minorités étaient connues de tous, mais jamais assez ouvertes pour qu'on l'en accuse formellement. Lorsque les grandes portes de bois massif s'ouvrirent, le silence se fit instantanément. Un huissier se leva et annonça d'une voix forte. « Le tribunal est en session, veuillez vous lever pour accueillir l'honorable juge Lancaster. » Le juge entra lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Sa robe noire épaisse balayait le sol de marbre, et ses lunettes cerclées d'acier lui donnaient un air sévère, presque militaire. Il ne salua ni les avocats, ni les greffiers. Il jeta un rapide coup d'œil à l'agenda du jour, puis s'installa sans un mot derrière son grand pupitre en chêne sculpté. Il ajusta soigneusement ses lunettes sur son nez crochu, leva son maillet, et le frappa 3 fois, un son sec résonnant contre les murs. Audience ouverte. Procureur, affaire suivante. Le procureur adjoint, un jeune homme énergique nommé Daniel M.C. Alisté, se leva aussitôt. Votre honneur, il s'agit de l'affaire numéro 4812. Le ministère public poursuit un certain Marcus Bell, sans domicile fixe, accusé d'avoir brisé la vitrine du magasin Delacroix Jewelers sur Park Avenue. Les murmures reprirent doucement dans le fond de la salle. Un sans-abri noir, accusé d'avoir saccagé une boutique de luxe? Pour beaucoup, le verdict semblait écrit d'avance. Marcus Bell fut conduit devant la cour. C'était un homme d'une 50aine d'années, les vêtements élimés, le visage marqué par les années de rue. Ses yeux, pourtant, gardaient une certaine douceur résignée. Il baissa la tête, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Il n'avait pas d'avocat. Pas encore. Le juge fronça les sourcils. Où est le défenseur de cet homme? Mais avant que quiconque ne puisse répondre, la porte latérale du tribunal s'ouvrit brusquement dans un grincement qui fit se tourner toutes les têtes. Un jeune homme entra. Il était dégoulinant de pluie, ses cheveux bouclés collés à son front. Il portait une veste en jean usé, un sac à dos délavé et des baskets trempées. Son allure contrastait violemment avec le formalisme glacé de la salle. Mais il ne sembla pas gêné. Il s'avança d'un pas sûr, les yeux droits, et s'arrêta devant la barre de la défense. « Excusez mon retard, votre honneur, dit-il d'une voix calme. Je suis Elia Carter, avocat commis d'office, désigné ce matin même pour représenter M. Marcus Bell. » Le juge Lancaster haussa les sourcils, visiblement surpris, presque offensé par l'assurance du jeune homme qui se tenait devant lui. « Vous êtes avocat? Vous avez une carte du barreau? Demanda-t-il avec un mépris à peine voilé, en plissant les yeux comme pour mieux jauger son interlocuteur. Elia Carter, toujours debout, droit malgré ses vêtements trempés et l'humidité ambiante, hocha doucement la tête. Il ne se précipita pas, ne s'emporta pas. Au contraire, il ouvrit son sac à dos délavé avec méthode, en sortit une chemise plastifiée légèrement gondolée par la pluie, et s'approcha calmement du pupitre du greffier. « Bien sûr, monsieur le juge. Voici ma carte de membre actif du barreau de l'État de New York, ma certification fédérale, et ma lettre de désignation comme avocat commis d'office pour cette audience. Diplômé de Yale Law School, promotion 2021, avec mention d'excellence.
Il parlait avec une politesse sans faille, mais chaque mot portait un poids. Un ton trop humble pour être arrogant, mais trop solide pour être ignoré. Un rire sec et hautain s'échappa alors du banc du juge. Il se pencha légèrement en avant, tapota du doigt les accoudoirs de son fauteuil en bois massif, et laissa tomber. « Et vous avez trouvé ce diplôme dans une boîte de céréales ?» Quelques ricanements fusèrent dans la salle, surtout du côté des bancs du public et de certains jeunes avocats qui semblaient soulagés de ne pas être eux-mêmes la cible du juge aujourd'hui. « Franchement, vous êtes plus habillés pour vendre des journaux sur Times Square que pour plaider devant une cour. Regardez-vous, dit-il en désignant la veste déchirée d'Elia, ses baskets mouillées et ses cheveux encore ruisselants. C'est la cour de district, pas un refuge de mission urbaine. Des murmures amusés se répandirent dans la pièce, renforçant la sensation d'humiliation collective. Même certains agents de sécurité échangèrent des sourires discrets. L'atmosphère semblait presque cruelle, comme si tout le monde attendait que ce « gamin » s'effondre sous la pression. Mais Elia ne broncha pas. Son regard resta calme, planté dans celui du juge. Il ne répondit pas aux moqueries. Il se contenta de poser doucement son sac à ses pieds, sortit un dossier épais enroulé dans un élastique, et se tourna vers Marcus Bell, son client, pour échanger quelques mots à voix basse. Le sans-abri, visiblement secoué par l'ambiance, acquiesça timidement, comme s'il puisait dans le calme d'Elia un semblant d'espoir. Puis, le jeune avocat se redressa, releva les yeux vers le magistrat et s'exprima d'une voix ferme, claire, sans arrogance mais avec une conviction inébranlable. « Monsieur le juge, si vous me permettez de dépasser l'apparence, j'aimerais soumettre à cette cour une motion préliminaire de rejet immédiat des charges, au motif d'intervention civile justifiée dans une situation de danger imminent. » Le silence retomba. L'audace tranquille de cette déclaration fit froncer les sourcils de Lancaster. Il croisa les bras, puis se pencha vers l'avant avec un sourire narquois. « Motion de rejet ? » « Immédiat » répéta-t-il comme s'il n'avait pas bien entendu. Il soupira, exagérément, en regardant son greffier. « Vous entendez ça, monsieur Reynolds ? Le jeune homme veut commencer par une motion de rejet, avant même que j'aie entendu les faits. » Il se tourna de nouveau vers Elia, le regard acéré. « Très bien, maître Carter. Je vous écoute. Amusez-moi. » Mais dans son regard, on sentait déjà autre chose. Une légère tension. Une incertitude presque imperceptible. Car quelque chose dans la posture du jeune avocat, dans la netteté de ses mots et la précision de son ton, lui soufflait que peut-être, ce ne serait pas lui qui rirait à la fin. Elia se redressa lentement, ferma son dossier, et leva les yeux vers le juge Lancaster avec une tranquillité qui contrastait violemment avec l'atmosphère tendue de la salle. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva dans l'air chargé d'électricité. « Votre honneur, mesdames et messieurs présents dans cette salle, je vais démontrer que ce que l'on croit être un acte de vandalisme est en réalité un acte de bravoure. Un geste d'humanité dans un monde trop prompt à juger. » D'un geste précis, il posa une clé USB sur le pupitre de présentation. L'huissier s'approcha, l'inséra dans l'écran de projection derrière le banc des témoins, et la salle se plongea dans une semi-obscurité. Voici les images de vidéosurveillance de la boutique Delacroix Jeweler. Elles sont floues, oui. Mal cadrées, aussi. Mais elles racontent une autre histoire. Les premières images défilèrent. Une foule agitée sur le trottoir. Des cris. Des gens courant dans tous les sens. Elia s'approcha de l'écran et appuya sur pause. Regardez ici, à gauche du cadre. Ce n'est pas Marcus Bell en train de casser une vitrine. C'est un homme qui se précipite vers un enfant. Un petit garçon, isolé, figé, à quelques centimètres de la chaussée. Il zooma l'image, ligne par ligne, puis appuya de nouveau sur lecture. On vit Marcus bondir en avant, agripper le bras de l'enfant, le tirer violemment vers le trottoir tandis qu'un SUV noir surgissait de nulle part, grimpant sur le trottoir, perdant le contrôle. La panique s'empare de la foule. La vitrine éclate, non sous un coup de poing, mais sous la pression humaine désorganisée, une onde de chaos déclenchée par la peur. Nouveau silence. Elia revint vers son pupitre, appuya ses mains dessus, et changea de ton. Plus grave. Plus personnel. Et pourtant, malgré ces images, malgré les témoignages, malgré les lois, cet homme a été arrêté.
Inculpé. Placé en détention. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas de costume. Parce qu'il dort dans un abri. Parce qu'il ne rentre pas dans les codes confortables de ceux qu'on croit respectables. Il marqua une pause. Son regard balaya la salle, et s'arrêta un instant sur le jury d'observateurs. Certains détournaient les yeux. D'autres semblaient figés, troublés. Il est plus facile de pointer un doigt accusateur que de prendre le temps de comprendre. Et c'est exactement ce que notre système a fait. Sans preuve formelle. Sans intention criminelle. Sans volonté de nuire. Il reprit un dossier dans sa main, le souleva légèrement. En vertu du Code pénal de l'État de New York, article 35.05, l'intervention d'un citoyen dans une situation mettant en danger autrui est non seulement autorisée, mais protégée. Il sortit ensuite un document juridique qu'il tendit au juge. Et voici la décision Martin vs. State of Illinois, Cour suprême, 2020. Cette décision établit clairement que la protection d'un tiers, même en causant des dommages matériels involontaires, ne constitue pas un crime si l'intention première est de sauver une vie. Ce précédent lie toutes les juridictions des États-Unis. Le juge feuilletait les documents sans dire un mot, le visage fermé. Le procureur, de son côté, s'était penché sur ses notes, de plus en plus pâle. Elia se redressa une dernière fois. Il inspira lentement, puis livra sa conclusion, d'un ton calme et implacable. Je demande l'annulation immédiate de toutes les poursuites contre M. Marcus Bell, pour cause d'intervention légitime et absence totale d'intention criminelle. Et j'invite cette cour, avec le plus profond respect, à se regarder dans un miroir. Parce que ce que nous avons failli condamner aujourd'hui, ce n'est pas un acte. C'est une apparence. Il marqua une dernière pause. Puis il ajouta. Et je vous invite à réfléchir à la manière dont notre système traite les invisibles. Ceux qu'on oublie jusqu'au jour où, par hasard ou par nécessité, ils sauvent un enfant au coin d'une rue. Un silence absolu tomba sur la salle. Pas un souffle. Pas un chuchotement. Le juge resta figé, les doigts croisés devant lui. Même le greffier n'osait plus taper. Le procureur ouvrit la bouche pour parler, mais la referma aussitôt. Ses mains tremblaient légèrement. La salle entière, jadis amusée par l'allure d'un jeune avocat venu de nulle part, se rendait compte qu'elle venait d'assister à quelque chose de plus grand qu'un plaidoyer. Elle venait d'assister à une leçon de justice. Le juge Lancaster resta figé, le regard perdu dans le vide, sa main crispée sur son stylo Mont Blanc qui tapotait nerveusement le bois ciré de son pupitre. L'écho du dernier mot d'Elia résonnait encore dans l'enceinte silencieuse. Mais ce n'était pas le bruit qui l'avait frappé, c'était le poids de la vérité nue. Une vérité qui venait de le heurter de plein fouet, non dans la colère ou l'agressivité, mais dans la lucidité froide et impitoyable de la logique, de la justice, et de la dignité. Pour la première fois depuis ses 30 ans de carrière sur le banc, Henry Lancaster se sentit mis à nu. Non par un confrère, ni par un avocat star venu des grandes firmes de Manhattan, mais par un jeune homme inconnu, vêtu comme un étudiant pauvre, parlant avec calme, et dont la maîtrise du droit dépassait de loin celle de nombreux ténors qu'il avait vus défiler. Il avait méprisé Elia dès l'instant où il l'avait vu franchir la porte, convaincu de sa médiocrité rien qu'en observant ses baskets usées et sa veste détrempée. Et voilà qu'il venait d'être corrigé sans humiliation, confondu sans violence, déstabilisé par la simple force du droit bien manié. Il inspira longuement, comme pour se donner contenance, et s'éclaircit la gorge. Quand il parla, sa voix, d'ordinaire cassante, avait perdu son tranchant. Elle était plus lente, presque fatiguée. Les preuves sont claires. Il se redressa lentement. Les charges portées contre M. Marcus Bell sont abandonnées. Il marqua une pause, regardant Marcus droit dans les yeux pour la première fois de l'audience. Vous êtes libre, monsieur Bell. Un murmure de soulagement et d'étonnement parcourut la salle. Certains des spectateurs hochèrent doucement la tête. D'autres baissèrent les yeux, comme pris de honte. Même les journalistes, d'habitude prompts à tout commenter, restaient silencieux, comme si parler trop tôt aurait brisé quelque chose de sacré. Elia, fidèle à lui-même, ne célébra pas. Il se contenta de hocher la tête avec un respect silencieux, puis se pencha vers Marcus, visiblement ému. Il l'aida doucement à remettre son manteau, comme un frère aiderait un proche, avec une douceur discrète.
Marcus, les yeux embués, murmura à voix basse. Merci, maître Carter. Merci de m'avoir vu. Au moment où Elia se préparait à quitter la barre, le juge, le regard toujours rivé sur lui, dit d'une voix qui se voulait ferme, mais où perçait un mélange de respect et d'orgueil blessé. Maître Carter, votre défense était remarquable. Un instant suspendu s'ensuivit. Elia le regarda droit dans les yeux. Il ne sourit pas. Il ne s'inclina pas non plus. Il répondit simplement, avec cette même honnêteté tranchante qui l'avait guidé depuis le début. Ce n'est pas une faveur, votre honneur. C'est mon devoir. Et sur ces mots, il referma son sac, récupéra son dossier détrempé, et sortit de la salle sans chercher les applaudissements. Il ne jeta aucun regard à la foule. Il n'attendait ni reconnaissance, ni gloire. Mais derrière lui, la salle resta figée, comme vidée d'oxygène. On entendit à peine la porte se refermer. Certains regardèrent le sol, d'autres Marcus Bell, qui se tenait droit pour la première fois depuis longtemps. Et le juge Lancaster resta là, assis, son stylo immobile, les mains croisées devant sa bouche. Il fixa un point invisible devant lui. Dans son regard, il n'y avait plus de sarcasme. Juste une ombre de réflexion douloureuse. Ce jour-là, il n'avait pas seulement vu un jeune avocat brillant. Il avait vu le miroir d'un système trop sûr de lui, trop aveugle, et qu'un seul homme, par sa rigueur et son humanité, venait de forcer à se regarder en face. Quelques semaines plus tard, alors que la grisaille de l'hiver s'effaçait doucement pour laisser place aux premières lueurs du printemps, un article fit rapidement le tour des réseaux sociaux et des médias locaux. Le titre, simple mais puissant, circulait sur tous les écrans. Elia Carter, le prodige du droit qui plaide pour les oubliés. Cet article retraçait le parcours peu commun d'un jeune homme au visage ordinaire mais à la détermination hors norme. On y découvrait qu'Elia Carter, malgré ses diplômes prestigieux de Yale, avait refusé plusieurs offres de cabinets d'avocats renommés à Manhattan, où le luxe et les costumes faisaient la loi. Au lieu de cela, il avait choisi d'ouvrir une petite permanence juridique dans le Bronx, un quartier souvent oublié, où les inégalités sociales se lisaient sur chaque visage, où la misère côtoyait la résilience, et où les plus démunis n'avaient souvent ni voix ni espoir. Son objectif était clair, défendre ceux que la société méprisait, défendre ceux qui n'avaient pas de costume ni de porte-parole, mais qui avaient des droits aussi solides que ceux de n'importe quel autre citoyen. Chaque jour, il se battait pour des familles sans ressources, pour des sans-abri comme Marcus Bell, pour des victimes d'injustice souvent passées sous silence. Pendant ce temps, au cœur même du palais de justice de Franklin, le juge Henry Lancaster tenait précieusement un exemplaire découpé de cet article. Il le gardait sur son bureau, à côté de son maillet, dans un coin presque secret. Non pas par admiration ostentatoire, ni par fierté, mais plutôt comme un rappel constant et silencieux. Un rappel que l'apparence peut être trompeuse. Que la grandeur ne se mesure pas à l'éclat d'un costume ni à la richesse d'un cabinet. Que l'humilité, la modestie et la discrétion peuvent coexister avec une intelligence et une passion du droit hors du commun. Le juge, autrefois rigide et méfiant, avait changé, lentement mais sûrement. Sa posture envers les jeunes avocats, notamment ceux issus de milieux modestes ou de minorités, s'était adoucie. Il écoutait désormais avec plus d'attention, jugeait avec plus d'ouverture. Le combat d'Elia avait éveillé en lui une conscience nouvelle, un sentiment que la justice devait être accessible à tous, pas seulement aux puissants ou aux bien-nés. Et chaque fois qu'il posait les yeux sur cet article, il se souvenait de ce jour où un jeune homme sans prétention l'avait forcé à regarder au-delà des apparences, et à reconnaître la vraie valeur du droit et de l'humanité.